Eh ben, on va commencer par cette première vidéo YouTube de Miniature Maker. Ouais. Salut, salut. Eh ben, alors on se présente. Tu veux te présenter d'abord, mon cher ami? Oui, alors avec plaisir. Bon bah c'est ma première vidéo, donc va falloir faire Sur YouTube. YouTube, ouais, pour être un petit peu indulgent avec moi. Et voilà, bah je m'appelle Dominique, j'ai 36 ans. Et à la base, bah moi je suis issu du modélisme. Bah tout ce qui est, moi j'ai commencé par les Warhammer, c'était en 2001, donc c'était les assemblages de figurines, je collais les figurines et ensuite je les sous-couchais et je les peignais. Et j'ai fait ça au moins, voilà, ça doit faire, je continue encore aujourd'hui, donc ça fait à peu près, plus d'une vingtaine d'années que je fais ça. Je suis passionné, donc moi j'ai commencé par la figurine, les décors miniatures, la peinture, l'assemblage, le collage, pour l'exposition et essentiellement la peinture. Moi, j'étais pas du tout du côté jeu de plateau, même si je connais bien cet univers-là, je connais un peu les règles, mais moi, c'est plus la peinture, le côté esthétique, exposition. Et voilà. Et ensuite, bah, c'est là que je t'ai rencontré à travers la formation ZBrush. Voilà. Donc, je voulais faire mes propres créations et en fait je suis vite arrivé à une certaine limite, c'est-à-dire que bah, ça coûte cher en fait d'acheter des figurines 20 euros. Alors t'as des figurines qui coûtent 19-20 euros et les régiments d'une dizaine de figurines, bah, on montait facile jusqu'à 60 euros alors que en plus c'était du plastique, des fois à l'époque c'était du plomb. C'était pas forcément de bonne qualité parce que quand on sous-couchait la figurine, bah, on perdait en détail. Et en plus de ça, bon bah si on ratait, si au niveau de la peinture on avait raté la figurine, bah il fallait la décaper. Moi je la décapais avec de l'acétone. Et du coup, bah, à force de décaper, bah, ça abîmait le plomb. Alors, c'était pas possible de faire ça avec du plastique parce que sinon la figurine elle fondait. Et voilà, donc bah, à la fin, bah, quand on rate une figurine ou quand on la casse, fallait en racheter une. Et bon, après, à la fin, je trouvais que toutes les figurines se ressemblaient un peu. Et moi, je cherchais quelque chose de très personnel, qui sort de l'ordinaire, une petite pièce unique en fait, et surtout, bah, et c'est là que, bah, au final, que je suis tombé dans l'impression 3D. J'ai découvert l'impression 3D parce qu'en fait, à la base, j'avais un pote, lui, il faisait de l'impression PLA, donc avec les filaments. Et le souci, c'est que bah moi je trouvais que c'était alors ça ses avantages, Alors, ses on inconvénients. va peut-être Ouais. le dire, un Miniature Maker, on sera pas PLA du tout. Hein. Ah oui C'est oui oui ça. oui, oui bah, On sera ouais. vraiment sur la résine, hein, pour le coup. Ouais. Ah oui, purement résine. Bah c'est la raison pour C'est voulu, laquelle hein, désolé. ouais. Ouais, c'est la raison pour laquelle je me suis orienté plus sur la résine. Enfin, je me suis orienté clairement sur la résine parce que pour moi le PLA ça correspondait pas du tout à mes attentes au niveau de la figurine. Alors voilà, après le PLA, ça a ses avantages pour autre chose, mais bon, moi je voulais quelque chose de fin, je voulais de la qualité, je voulais de la finesse, et c'est là que j'ai découvert bah, justement les impressions 3D en résine liquide. Et donc à la base, c'était juste une démarche personnelle, déjà pour économiser de l'argent, pour éviter bah, toujours de acheter, dépenser des sommes faramineuses et aussi d'avoir quelque chose de plus personnalisé, avoir des pièces qu'on ne trouve nulle part en fait. Et en plus de ça, bah, c'est accessible tout de suite. C'est-à-dire que bah, à la minute, tac, je clique, hop, je télécharge, j'imprime et dans 3 heures après, bah, j'ai la figurine qui est nickel. Alors que bah, par rapport à... Bon, je vais pas citer les noms, mais... moi, à l'époque, bah, ce que je faisais, bah, c'est que je prenais ma voiture, fallait que je me déplace, j'avais au moins 40 minutes minimum de trajet, acheter la figurine, et encore, j'étais pas sûr qu'elle soit disponible dans le magasin. Bon, et si je la commandais sur Internet, bon, bah, il y avait plusieurs jours d'attente, alors que là, avec l'imprimante 3D, c'est tout de suite maintenant. Et en plus, c'est un truc super chouette. Voilà. Donc, j'ai fait cette formation ZBrush d'abord pour faire mes propres créations. Et ensuite, bah, je me suis rendu compte, bah, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'impression 3D, quand j'ai lu des bouquins là-dessus, je me suis formé là-dessus. Et bah, j'ai vu que bah, c'était un marché super novateur, que le marché augmente chaque année entre 20 et 30% par an. C'est énorme.
Et en plus, c'est polyvalent, c'est-à-dire que juste avec une machine, bah, tu peux effectivement faire de la figurine, mais tu peux faire des véhicules, tu peux faire des décors, donc c'est chouette, quoi. Et c'est super, donc voilà. Et ensuite, bah, quand j'ai vu que c'était un marché, un marché juteux, enfin, très en vogue, bah là, j'ai commencé à voir des petits artistes indépendants qui commençaient à créer des figurines, sculpter des figurines, les vendre à l'unité ou par un système d'abonnement. Là, je me suis dit, c'est super chouette, quoi. C'est le supermarché de la figurine chez toi, en fait. Et je te coupe juste, c'est vrai que c'est ce qu'on essaie un peu de faire avec Miniature Maker, c'est vraiment de vous enseigner en fait les différentes étapes. Aussi bien, alors moi je suis vraiment plutôt dans la modélisation à la base. C'est vraiment tout ce qui est modélisation, donc vous aider à créer vos modèles 3D. Après les imprimer avec Dominique, vous avez compris, il est extrêmement fort dans ce domaine. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi la peinture. Et aussi, on va vous apprendre tout ce qui est la vente à la fin, c'est-à-dire comment faire pour être trouvé, avoir de la visibilité, tout ça. Et d'ailleurs, on proposera aussi des formations gratuites. On est en train de finaliser, en fait, donc ce sera peut-être disponible d'ici que vous tombez sur notre vidéo. Il y aura une formation par Dominique sur toutes ces erreurs, en fait, qui vous coûtent cher. C'est-à-dire que notamment, tu as analysé que tu as eu pas mal de demandes, en fait, ces dernières années, de gens qui se lancent et qui galèrent au début. Donc c'est... L'impression 3D au début, c'est un peu de la galère. Vous allez sur les forums, vous voyez, il n'y a que des problèmes avec les gens. J'arrive pas, j'ai cassé. Même pour l'impression résine, ça paraît plus simple à première vue. Je trouve que l'impression PLA, notamment, il y a un peu moins de technique, je trouve, sur la mise en route. Mais en fait, il y a énormément plus de questions aussi sur je trouve, sur le post-traitement, tout ça. Et du coup, c'est vrai que t'as fait cet atelier, en fait, qui est vachement cool, et qui sera dans les descriptions de cette vidéo. Et également, on est en train de terminer une formation gratuite qui vous permet, en fait, de gagner en visibilité sur Google, donc de comprendre un peu les stratégies à mettre en place pour faire briller. Voilà, c'était l'instant promo. Non, mais tu fais bien de le préciser parce que la plupart et toutes les personnes que je connais qui se sont lancées dans l'impression 3D, moi, et je m'inclus aussi dedans puisque c'était mon cas, on pense que c'est facile, voilà, c'est des machines, elles sont belles, bon, ça fait un petit côté un peu jouet, voilà, c'est accessible. Puis t'as l'excitation. T'as l'excitation de démarrer et de te dire ça y est, je l'ai acheté, il faut que ça marche, quoi. Enfin, c'est ça. Et on pense on met la clé USB, on appuie sur un bouton, paf, ça y est, ça roule. Mais en fait, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus, ça demande beaucoup de précision, de rigueur. C'est des machines qui sont très sensibles et c'est des machines aussi, bon, c'est un certain investissement. Et souvent, et beaucoup de gens abandonnent au bout de 3-4 mois. C'était le cas, là j'ai une personne justement là que j'ai un peu que j'ai secouru parce que là il voulait clairement abandonner alors qu'à la base il me disait ouais, je veux me lancer dedans, je veux faire mon activité, j'en ai marre de mon boulot, ne me convient plus, je veux vivre voilà, de ma passion, donc c'était de la figurine, après il veut aussi faire des petites chaussures, donc c'était un super projet. Et du coup, il a investi dans des machines. Et sauf que, premier mois, deuxième mois, troisième mois, les impressions errates, ça marche pas, alors qu'il utilisait les conseils du constructeur. Il me dit clairement, il disait, j'utilise la résine du constructeur, j'utilise les paramètres du constructeur, et ça marche pas, quoi. Il y avait rien. Alors, soit il y avait rien, soit il manquait des morceaux. Et là, il était clairement, il dit finalement, c'est peut-être pas pour moi, je sais pas, ça marche pas. Alors au début, il dit oui, c'est la machine, elle marche pas, alors que pas du tout. C'était pas du tout ça le problème, donc du coup, je l'ai. Oui, ça peut être frustrant, hein, ouais. Ah ouais, c'était frustrant. Il voulait carrément arrêter. Du coup, et au final, c'était la partie immergée de l'iceberg. Parce que moi, il me dit j'utilise tous les conseils du constructeur. Je dis normalement, ça roule, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Il y avait d'autres problèmes. Il y avait 3-4 problèmes derrière. Et maintenant, du coup, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, les réglages, des trucs super importants qu'il avait complètement zappé. Là, maintenant, ça y est, ça roule. Maintenant, il a un prix, il est content. Alors qu'il était à 2 doigts. Et c'est ça, hein, la plupart du temps, les gens, ils abandonnent. Et moi, ça a été mon cas. J'ai mis au moins 3-4 mois au début avant d'imprimer quelque chose de correct. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments où j'étais démotivé. J'ai dit, finalement, c'est pas aussi simple. Et à force de pratiquer, de continuer,
En plus, bon, bah, j'ai choisi. Bon, c'est pas, je suis pas rémunéré par Frozen. Je suis moi-même client. Je paye mes machines, mais je trouve que Frozen, ils ont un super service client, un SAV qui est génial, qui est remarquable. Et bah, du coup, j'étais tout du long du jour où j'ai reçu ma machine jusqu'à maîtriser ce que je fais. Ils m'ont accompagné, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont dit non, voilà, c'est ça, c'est ci. Bah là. Dernièrement, bah, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine, la Sonic Mighty 8K, qui est très en vogue, elle vient de sortir. C'est à la pointe, c'est d'une qualité exceptionnelle. Et bon, même avec la maîtrise que j'avais, bah, il a fallu quand même que j'ai appris des nouveaux trucs. Par exemple, bah là, ça fera partie justement de notre formation, et c'est indispensable. C'est là que c'est indispensable en fait de tester sa machine avant de faire ses premières impressions, parce que il faut savoir déjà si on a une machine qui est fonctionnelle, s'il n'y a pas de défaut de fabrication. C'est comme quand vous achetez une voiture, bon, bah, vous vérifiez tout, parce que même quand vous achetez une voiture neuve, hein, malheureusement, bah, il y a le pas de bol, hein, le pas de bol, ça arrive. Bah, au final, il y a un défaut de fabrication. C'est comme les voitures électriques. Là, j'ai un voisin, il a acheté une voiture électrique neuve. On comprenait pas, il y avait plus beaucoup d'autonomie, ça marchait pas. Alors lui, au début, il pense que c'est de sa faute, mais qu'il utilise mal. Mais en fait, non, c'était la batterie qui avait un défaut de fabrication. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir tester sa machine avant de faire ses impressions, parce que il y a une garantie sur les machines qui est valable à peine quelques mois. Donc si vous dépassez, si vous dites oh, allez, bon bah j'attends. Alors déjà, moi ça a été mon cas une fois. J'ai dit bon, je vais pas déballer tout de suite ma machine, je vais attendre une semaine. J'ai mis 2 semaines avant de déballer ma machine. Et après, je dis, oh, ça marche pas, c'est peut-être moi, machin. Bon, bah, ça traîne, ça prend la poussière. Et après, à la fin, vous vous rendez compte, ah bah mince, il reste quelques jours avant que la garantie se termine. Et le souci, bah, si c'est un défaut de fabrication et que vous avez dépassé le délai de garantie, bah, après, c'est pour votre pomme, quoi. Et moi, ça s'est joué à quelques jours parce que je comprenais pas, j'avais des problèmes au niveau de l'impression, et en fait j'avais remarqué en fait au début que bon bah, effectivement le plateau se fixait mal, se serrait mal, c'était difficile de le fixer. Je me suis dit bon, c'est pas trop grave. J'avais bricolé un petit truc, j'avais mis un petit anneau en dessous pour que le plateau ne bouge plus quand je le serre. Et bon bah en apparence, ça avait l'air de plus bouger, mais au final, mes impressions, bah, ça foirait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, moi au début, je pensais que c'était une mauvaise utilisation de ma part, mais en fait, c'était un problème de conception, c'est-à-dire que les mensurations du métal qui soutient la plateforme n'étaient pas bonnes. Et c'est pour ça, il me restait quoi, 3-4 jours de garantie. J'ai eu chaud, hein. Et du coup, bah, Frozen, ils m'ont dit, bon bah voilà, vous prenez j'ai pris ça. Donc ça, c'est super comme outil. Ça vous donne avec précision les mesures. Et du coup, bah, ils m'ont dit, voilà, faut vous mesurer la largeur, la longueur de l'emboîtement du plateau. Et effectivement, ils m'ont dit, vous devez avoir ces valeurs-là. Et c'était pas du tout le cas. Et effectivement, en fait, il y avait un défaut de fabrication. Ah, ils n'avaient pas vérifié suffisamment leur appareil, ouais. C'est ça. Et effectivement, c'était un défaut de fabrication, et il me restait 3-4 jours de garantie. Et heureusement, et bah voilà, et bah, à leur charge, bien évidemment, ils m'ont envoyé la nouvelle pièce, j'ai rien payé, et ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça. Voilà pour l'introduction de Dominique et son profil. Je me suis un peu dispersé, mais c'est super important, parce que là, la personne qui galérait à imprimer, lui, il s'est tout de suite lancé dans l'impression des figurines sans savoir déjà s'il y a une machine qui est conforme. Qui fonctionne. Ouais, non, mais c'est vrai que tu t'en doutes pas forcément, tu dis que le truc marche. C'est surtout que tu perds de l'argent, quoi. Tu peux perdre, parce que bon, si c'est une petite pièce qui coûte 30-50 euros, ça va. Mais un écran LCD qui marche mal, par exemple, c'est 100 euros minimum, et sur une Sonic Mighty 8K, ça grimpe, ça peut aller à 200-300 euros, hors frais de douane, selon le pays où tu es, et hors frais d'expédition. Donc si t'es plus dans les clous au niveau de la garantie, bah, c'est à ta charge. Donc autant, à l'arrivée, t'es presque à l'achat d'une machine neuve, quoi, tu vois, donc c'est dommage. Donc voilà, petite introduction sur
sur un des modules pour tester ça. Alors moi de mon côté, alors j'ai essayé de faire plus court. Pardon. Je m'appelle Nicolas Delisle, vous me connaissez. Non non, pas de souci. Je suis formateur sur ZBrush depuis 3 ans. Donc j'ai une chaîne toujours YouTube qui est spécialisée sur la modélisation 3D avec ZBrush. Et effectivement, on s'est rencontrés lors d'un cursus. Je travaillais pour une plateforme notamment je suivais en fait des élèves en mentoring sur le parcours ZBrush. Un long parcours. Et du coup, bravo d'ailleurs, t'as eu mention félicitations, ça je savais pas. Et donc du coup, j'ai eu Dominique comme élève et petit à petit, en fait, on est resté en contact. Je crois que t'avais acheté une de mes formations aussi après. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai un Discord aussi, donc du coup, on a commencé à papoter. Et au bout d'un moment, je me souviens que tu m'as proposé en fait de faire des figurines ensemble. Et moi, je te dis, et tu voudrais pas même qu'on fasse des formations sur le sujet? Parce qu'en fait, on a réalisé que effectivement, en mettant ensemble nos compétences, qui sont assez hétéroclites, parce qu'on a fait plein de choses dans notre vie tous les deux, on s'est rendu compte en fait ça matchait bien sur l'ensemble des problématiques en fait que vous rencontrez. Donc c'est ce que disait Dominique sur toute la partie impression. Effectivement, il y a plein de questions à se poser. Il y a aussi sur de la partie modélisation. Les gens sont souvent un peu perdus sur les étapes en disant quand je suis ultra débutant, que je viens pas du tout. Moi j'étais étonné parce que quand j'ai lancé mes premières formations sur ZBrush, je suis tombé sur des gens plutôt, je pensais avoir des étudiants en jeux vidéo et j'ai eu énormément de gens qui avaient 35-40 ans qui voulaient faire des figurines, donc qui n'étaient pas du tout dans le, on va dire, de le moule de la modélisation 3D, c'était leur premier logiciel et donc qui étaient un petit peu perdus. Donc du coup, il a fallu aussi que j'adapte mes cours et ma pédagogie face à un public vraiment qui avait pas du tout de notion en 3D et qui débutait tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez challengeant. C'est pour ça aussi qu'on veut faire des formations pour vraiment vous prendre par la main. On est tous les deux autodidactes, on a tous les deux appris. Voilà, moi j'ai pas fait d'école particulière en 3D. J'ai découvert la 3D à 26 ans. J'en ai 39, donc ça fait 13 ans que j'en fais. Et j'ai appris par les forums, j'ai appris par l'expérience, par des logiciels 3D que j'ai essayé avant, jusqu'à aimer ZBrush depuis une dizaine d'années. Et donc du coup, on essaie vraiment de vous baliser pour toute cette partie-là. On a pas mal d'expérience sur e-commerce aussi. Dominique a déjà en fait son propre studio où il vend ses figurines. Moi, de mon côté aussi, j'ai toute une expérience en e-commerce, aussi bien parce que je vends moi-même mes formations en ligne. J'ai aussi, ça fait des années que j'en fais des tutos aussi bien pour des magazines que pour des plateformes. J'ai aussi travaillé pendant 5 ans dans dans les agences digitales. On avait des clients nationaux et internationaux. Donc du coup, tous ces conseils que je donnais à mes clients, je vous en ferai profiter aussi pour gagner en visibilité sur Google, trouver vos clients, comprendre aussi toutes les erreurs que vous pourriez faire et vous comprenez pas forcément comment arriver à trouver des clients, où ils sont, comment leur vendre, comment arriver à augmenter vos prix. Donc c'est toutes ces problématiques-là. Et je pense que peut-être même qu'on va découper cette vidéo parce qu'en fait on part à la base sur un thème qui est l'impression 3D et la propriété intellectuelle. Et c'est intéressant aussi déjà de parler dans cette vidéo du concept de miniature maker. Mais on va peut-être enchaîner sur la suite si ça te va. Ouais. Du coup on peut peut-être commencer sur le sujet parce qu'effectivement en fait comme tu le disais en fait effectivement il y a toute cette partie d'impression 3D. Et après, une fois que vous avez passé l'étape en fait du lancement, des galères, vous commencez à imprimer, puis ensuite vous commencez à beaucoup imprimer, à lancer votre activité, il y a quelque chose qui peut faire peur, c'est justement la propriété intellectuelle, parce qu'on voit souvent des gens qui se disent, moi je l'ai noté cette phrase, c'est est-ce que j'ai le droit de vendre une figurine One Piece, Naruto ou Dragon Ball Z? Moi, à la base, je viens pas du milieu de la figurine, ça m'avait fait un peu tomber de ma chaise en voyant ça. Je me suis dit, mais pourquoi il se pose cette question? Non, à la base, parce que c'est des licences. C'est quelque chose où il y a du droit et tout ça. Et en fait, finalement, c'est un peu plus poreux que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit, on n'est pas juriste. On en avait contacté certains. On a été un petit peu refroidi par la tarification pour avoir des réponses. Voilà, on ne citera personne. Ouais. Donc, on est en train aussi également de creuser le sujet avec d'autres personnes du monde de l'impression 3D qui sont très au fait. Donc, on va voir dans les prochains jours davantage de réponses à ces questions aussi. Mais déjà, en fait, on peut faire un premier point. Je sais que toi aussi, Dominique, t'es assez intéressé, effectivement, en étant dans la partie et dans ces questions de droit. Moi, il y a un premier truc sur lequel j'aimerais bien commencer. C'est qu'en fait, j'avais vu une première chose, c'est que pour l'instant, c'est pas un sujet totalement majeur de la part des autorités, parce qu'on explique que l'impression 3D, même s'il y a une croissance à 2 chiffres, ne touche pas encore l'ensemble de la population française. Faut être honnête, effectivement, moi autour de moi, il n'y a pas grand monde qui a une imprimante 3D chez lui.
Donc effectivement, on part du principe que pour l'instant, ça reste quand même cantonné à quelques personnes, même s'il y a beaucoup de particuliers qu'on font, mais ils disent que c'est pas non plus un problème totalement géant encore. Et l'autre chose aussi, c'est qu'est-ce que c'est la contrefaçon en clair. Pour toi, qu'est-ce que c'est la contrefaçon C'est vrai que bon, même là dans les jours à venir, on aura des éléments juridiques, mais on a déjà des réponses, quelques réponses. La contrefaçon, c'est quand tu copies quelque chose qui est déjà existant. Pour reconnaître une contrefaçon, enfin de certains éléments que je connais, c'est que c'est au niveau des points de ressemblance. C'est-à-dire que s'il y a un litige, si quelqu'un vous poursuit en justice pour contrefaçon, le juge va regarder les points de ressemblance. Donc la couleur, la forme, le concept. Après, une idée en soi, ça ne se... une idée en soi, ça ne se protège pas. C'est comme une chaussure. Je veux dire, aujourd'hui, on peut pas avoir l'exclusivité de la chaussure et que voilà, il y a qu'une personne qui peut sortir des chaussures et les autres non. Après, oui, mais t'as le cas de figure de Louboutin en fait qui est justement sur le... la chaussure. T'as le fond rouge qui pose problème parce qu'il y a il y a de la contrefaçon. Je te cite en fait parce que du coup on est dialogue souvent avec Alexandre de Primante 3D. Et il m'avait parlé en fait de Fatima Gilassen, qui est une juriste CNPI, et elle a dit qu'en fait, j'ai repris quelques extraits, elle expliquait que toute reproduction d'un objet protégé, et en fait, pour moi, j'ai l'impression que la définition vraiment de la contrefaçon, c'est que c'est protégé par un droit de propriété intellectuelle, donc c'est quelque chose que tu as déposé, et ils expliquent en fait que ce droit, c'est une durée déterminée, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tu peux pas déposer ad vitam aeternam. C'est que par exemple, si on explique que c'est jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, 20 ans pour les brevets, 25 ans pour un dessin. Et ça tombe dans le domaine public après, effectivement. Alors, c'est pour ça ma question, c'est par exemple, je sais qu'apparemment, donc je crois que c'est les Moulinsart, c'est la société qui publie Tintin et qui apparemment est assez procédurière et c'est totalement leur droit. C'est s'ils veulent sanctionner des gens qui impriment leur propre Tintin à la base, c'est protégé. Mais je me dis, est-ce que pour eux, c'est aussi un danger parce que peut-être que 70 ans. On imagine que l'auteur est mort il y a peut-être 70 ans, je sais pas exactement, j'ai pas regardé sur Wikipédia, mais peut-être que ça va tomber dans le droit public et peut-être que déjà il y a une première réponse, c'est de se dire faut peut-être attendre en fait que il y a certaines œuvres qu'on va pouvoir en fait simplement on aura le droit de les imprimer parce que le droit sera terminé. Alors après je sais pas justement si on peut renouveler, j'ai pas l'impression en tout cas à un moment donné Ouais, après, c'est vrai que pour la figurine, ça reste assez flou parce que c'est de l'impression 3D. C'est encore différent parce que il y a certains, par exemple, là, il y a des créateurs indépendants qui, là, c'est très en vogue, qui font des figurines de films, de séries et de ce que tu disais tout à l'heure, de manga. C'est très en vogue. Alors, donc effectivement, le souci, c'est que c'est de l'impression 3D. Et par exemple, si on regarde la production de la saga Alien, effectivement, il y a des films, il y a des accessoires, il y a tout ce qui est cosplay, il y a des vêtements et il y a des figurines. Mais des figurines qui ont rien à voir avec l'impression 3D. C'est comme t'as les fameuses licences comme McFarlane. C'est une licence très, très connue qui font des figurines de films magnifiques, à peu près entre 16 et 20 cm, des figurines d'exposition, mais c'est de la fabrication traditionnelle, c'est des figurines articulées, des trucs comme ça. Ah mais ils ont les droits par contre, ils ont les droits en fait par rapport oui, bien sûr, ouais. Ils ont acheté les droits. Oui, donc c'est ça en fait, c'est que du coup si tu achètes les droits, de toute façon logiquement tu les as, mais je pense que vraiment c'est le problème, c'est quand tu les détiens pas en fait, c'est ça le... C'est qu'en fait, il y a une barrière qui est assez floue, c'est que tous ces artistes indépendants qui sculptent des figurines dans un but d'être imprimés en résine et de les vendre, eux proposent des formules sur Patreon. La première formule, par exemple, tu les vends tu les vends pas, c'est une utilisation personnelle. Et il y a une autre formule qui s'appelle la licence commerciale, dont le créateur t'autorise à vendre les figurines imprimées en résine de ses créations. Mais le souci, c'est que à partir de là, tu es en règle vis-à-vis de l'artiste indépendant. Ouais. Mais est-ce que tu es en règle vis-à-vis du créateur de Alien, par exemple? Oui, parce que c'est lui-même, s'il est pas dans la légalité, il te vend des droits qu'il n'a pas lui-même, finalement. C'est un peu un passage de bâton merdeux, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, c'est comme si tu dis... C'est comme s'il y a un mec,
au marché à Vintigny en Italie, qui est assez célèbre pour vendre de la contrefaçon des sacs, et que tu lui achètes son sac, et le mec il te dit bah écoute, si tu me payes un supplément de 20 euros, je te donne l'autorisation de vendre les sacs contrefaits. Tu vois, c'est un peu. Donc mais le problème c'est qu'il y a, ouais, il y a une marge de tolérance quand même hein, qui existe, c'est-à-dire que dès le moment, alors c'est une marge de tolérance, hein, ça fait ça veut pas dire qu'on est intouchable, qu'on est protégé aux yeux de la loi. Hein. C'est à l'appréciation. En fait, c'est à l'appréciation Ouais. du créateur, enfin de la société qui est à la base propriétaire du personnage ou de l'univers. Mais je pense que c'est un risque à prendre, il faut être conscient parce que bon, bah, c'est vrai que le créateur, moi les créateurs, je leur pose toujours la question, je leur dis mais attendez, c'est au début quand je suis lancé dans ça, j'ai dit mais attendez, est-ce que j'ai le droit, vous m'autorisez de vendre vos figurines, mais est-ce que légalement parlant on a le droit parce que c'est issu quand même d'un univers très célèbre, des personnages qui existent. Et leur réponse, c'était bon, bah si tu mets pas le vrai nom, ça devrait aller. Donc c'est comme et en fait, c'est vrai qu'il y a une marge de tolérance dans le sens que bah si le créateur a modifié le personnage qu'il n'a pas reproduit à l'identique, je sais pas, par exemple, on va prendre par exemple Dragon Ball Z, voilà par exemple. Il va créer le personnage de Sangoku. Bon, il va faire une position différente, il va changer un peu les cheveux, il va rajouter un accessoire ou deux. Et sur l'illustration, il va pas l'appeler Sangoku, il va mettre par exemple Super Guerrier, j'en sais rien, un nom différent. Mais bon, visuellement, quand tu le regardes, c'est Sangoku. Tu vois, y a Et pas pour moi, d'autre. oui, pour moi, ça passe pas. Mais après, Ouais. c'est que tu soulèves un point, c'est qu'il y a des, en fait, apparemment aussi, la propriété intellectuelle, c'est un sujet qui est mouvant et Mm. qui est selon chaque pays. Et Tout à on fait. explique qu'il y a des pays, notamment en Asie, où ils sont beaucoup moins regardants Oui. sur la propriété intellectuelle que la France, qui est quand même assez peut-être agressif sur le sujet. Et du coup, de se dire, Complètement. il y a Mm. aussi le fait que ils vous vendent des licences où peut-être eux ils ont le droit parce qu'ils habitent à un endroit précis où on va Oui, pas venir oui, les embêter là-dessus. Et oui, par tout à contre, si fait. t'es en France et que tu le fais, on peut te tomber dessus Tout à clairement fait. quoi. Bah, d'ailleurs, j'avais fait un petit, alors je mettrai de toute façon les liens dans la description parce que j'ai deux articles qui sont assez intéressants. Donc un, c'est Mm. sur une juriste de l'ENPI qui avait parlé du coup avec Alexandre de Prémont 3D et un autre sur, je pense que beaucoup de gens ont vu sur Cult qui est justement tout un pavé sur le droit de propriété intellectuelle. Et il disait notamment, enfin, quand j'ai un peu regardé, alors je suis pas juriste encore une fois, hein, je me prenais pas non plus au pied de la lettre, mais c'est en gros que t'as pas de souci si déjà bah, tu détiens l'autorisation des titulaires du droit. Donc si par exemple demain RG ou un auteur vous dit il n'y a pas de souci par écrit, tu peux les commercialiser, donc bah, tu possèdes les droits, donc ça effectivement il n'y a pas de souci. Ou alors tu télécharges et t'imprimes des œuvres libres de droit. D'ailleurs, c'est un Mm. peu gênant des fois, c'est qu'il y a des gens qui déposent gratuitement des œuvres et ensuite les gens vont les imprimer et les vendre en fait. Tout à fait. Et du coup, c'est là-dessus. Alors, on peut se dire, c'est pour récupérer un peu le coût de production, mais il y en a qui essayent de marger aussi, et c'est là-dessus où c'est un peu gênant aussi de se dire, est-ce que on a le droit, logiquement, si on peut les récupérer, de faire ce qu'on veut. Pardon. Jaume, j'essaierai de le retirer au montage. Et il y a aussi la notion de copie privée que voilà, que j'ai un peu découvert. C'est le fait en fait donc ils expliquent qu'une copie privée, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez faire pour vous-même. Mais en fait, ça doit être trois critères. Donc après, je me dis, est-ce que les gens vont vraiment venir chez vous pour vérifier c'est pas sûr. Mais en gros, ils expliquent que c'est à la base, donc c'est réalisé à partir d'une source, c'est-à-dire une œuvre originale acquise légalement. Donc c'est-à-dire que déjà, si par exemple tu prends ton scan 3D et que tu refais une Mm. œuvre, il faut que tu la possèdes, qu'elle soit à toi, pas qu'elle soit à ton voisin, parce que déjà ça marche pas. En fait, ça veut dire que si tu scannes une œuvre achetée par ton voisin et que tu la reproduis, c'est ce qu'ils disent. Bah du coup, il faut que les trois critères soient requis. Donc, il faut que tu la possèdes toi-même. Donc déjà, ça marchera pas. Le premier critère, c'est que tu le possèdes. Deuxième, c'est un usage strictement privé. Et le troisième, ça ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et ne porte pas préjudice aux intérêts légitimes du titulaire des droits. Donc voilà, faut vraiment se dire, voilà, c'est une copie privée. On m'a dit aussi, en parlant avec Alexandre de Primante 3D, qu'il y avait aussi des exceptions par rapport voilà, c'était à des fins d'illustration ou d'enseignement. Il mentionne l'enregistrement, le nom du titulaire de droit qui échappe au Mm. grief de contrefaçon. Donc là, pareil, moi, sur le coup de l'illustration, je suis... Parce que, en parlant, bah, il y a ce côté-là, en fait, effectivement, un peu de... On parle souvent, c'est un hommage, on va dire, pour pas se faire attaquer en justice, ou
enfin de faire quelque chose par rapport à un univers défini. Donc c'est ce que tu disais Bien tout sûr. à l'heure, c'est-à-dire de reprendre des vêtements ou d'aller un peu plus loin que ça. Et en plus avec l'IA qui arrive, on va vraiment là-dessus. J'ai vu des gens faire des trucs super mais en partant de l'univers de Star Wars. Et donc on se dit on est quand même sur quelque chose qui est protégé, mais en même temps on invente quelque chose qui n'existait pas. Donc c'est vraiment Ouais, mais... c'est là-dessus, ça devient flou. Le fan art aussi Hmm. se rajoute à ça, c'est-à-dire on va dériver des personnages, peut-être les faire grandir, les faire changer de Oui. Hmm. situation, les faire parler différemment. Apparemment c'est autorisé tant que c'est gratuit, qu'il n'y a pas de commercialisation. Donc encore une fois, Bah, c'est moi j'ai mis en fait un peu un cadre de tout ce qui est flou. Et bah du coup tant que tu restes dans du gratuit, que tu commercialises pas derrière, bah t'as le hmm. droit. Après Tout à tu fait. prends des risques. Et Ah, tu prends des risques si t'es dans un pays qui va vraiment te casser les législations. Et aussi par rapport à ce que tu disais, c'est aussi bah, la souplesse de la marque qui détient l'œuvre. Donc ils expliquaient, j'étais tombé sur un autre blog qui expliquait que par exemple Blizzard apparemment est hmm. pas trop regardant, que je peux comprendre parce que du coup ça porte pas atteinte en fait à leur business. Par Ouais, exemple moi oui. je serais à la place d'une marque comme Warhammer qui Hmm. vend des Hmm. figurines, Ah bah je oui. me dis bah clairement ils attaquent mon marché parce qu'ils vont faire des choses beaucoup moins chères. Et du coup, les gens vont acheter ces figurines-là au lieu d'acheter mes propres figurines, donc Tout à fait. ça porte atteinte directement à mon marché. Par contre, je suis vendeur de jeux vidéo, Ah oui, je suis bah... très content, moi, que des artistes fassent des fonds d'écran, des machins, parce que ça va complètement populariser encore plus mon œuvre, Ah oui, ça va lui faire gagner ça des va parts de créer marché. gratos. Donc aussi, je pense qu'il y a ce côté-là de se dire, peut-être que Tintin fait des figurines et que du coup, de se dit, bah voilà, vous allez rentrer sur mon prix carré. Et du coup, c'est aussi peut-être de réfléchir aussi par rapport à la marque, de vous dire, est-ce que vraiment je rentre frontalement, est-ce que je risque quelque chose? Et c'est ce que j'avais entendu cette phrase, je trouvais très drôle, c'était de se dire, bah, si vous avez un doute, ne prenez pas Hmm. ne prenez pas de risque, quoi. C'est-à-dire, effectivement, je pense que la limite, c'est aussi le volume d'impression qu'on va faire, la commercialisation. Si vous êtes sur un gros e-shopping où vous faites que du Naruto, vous n'avez pas la licence, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Si vous vendez quelques figurines à vos copains, normalement, vous n'avez pas le droit, mais vous n'allez pas Ah rester oui. grand-chose, je pense. On peut le dire quand même. Bah là, j'ai un cas concret justement. Bah, cet artiste en question, bon, je vais pas citer de nom, qui est très talentueux, qui il reprend bah, justement tous les univers des films des années 90, Robocop, Alien. Et bah, voilà. Ce qui s'est passé, bah là, c'est pour le coup, c'est un cas concret. Ça fait plusieurs années hein, qu'il fait ça, jamais eu de problème. Mhm. Tout va bien pourtant bon bah les personnages sont assez là il avait fait des figurines de Predator de près, enfin, magnifique. Et à un moment, bah, il a fait le thème du remake de Dune, le film. Et voilà, et il a à peine, juste, il a même pas mis en téléchargement ou en vente, il a juste mis les illustrations en 3D des personnages qu'il avait sculptés. Quelques jours après, il reçoit un email de la société de production cinématographique de Dune. Il l'avertit, qui lui dit qu'il arrête ça tout de suite, sinon ils allaient engager des poursuites à son encontre. Du jour au lendemain, il a tout enlevé. Ça calme, hein. Je pense que ça calme. Ah ouais, il a dit, il s'est même excusé parce qu'en fait, il a créé un groupe personnel bah, de tous les membres, ceux qui payent ses abonnements. Il a dit, écoute, parce que tout le monde était super content, super excité. Ouais, les figurines de Dune, mais elles étaient sublimes hein, et magnifiques. Et ça, il allait les sortir quelques jours après. Mais là, il a juste parce qu'en fait, lui, il fait des previews. En fait, il montre un peu les photos des prochaines figurines Mhm. qui vont Ouais, les sortir. précommandes. Ouais, Et ouais. là, il a fait un message, un post en s'excusant. Je suis désolé, mais finalement, je suis obligé de tout retirer. Je ne pourrais pas proposer ces figurines-là parce que j'ai reçu un email de la société de production qui... C'était juste un avertissement. Hein. Il a eu de la chance parce que des fois, ils préviennent pas, ils t'attaquent direct. Hein. Donc voilà, bah ça... C'est la loterie en fait. C'est pendant plusieurs années, tout va bien et un jour, paf, il y en a un, il décide de... Donc je pense que c'est un risque à prendre, un trop gros risque, et bon, c'est mieux de pas d'avoir une épée de Damoclès sur sa tête. Je pense que quand on est passionné Toi, par... t'as un peu évolué sur la question, j'ai Ah oui, l'impression, parce que du coup, complètement, ça complètement. t'a un peu calmé, ça t'a un Ah peu oui, calmé, mais ouais. ça m'a calmé parce que je me suis dit non, ça sert à rien que d'avoir une épée de Damoclès, voilà. Et bon, bah quand on est passionné dans un domaine, bah
c'est mieux d'être passionné et pas d'être sur la peur ou sur un siège éjectable. Et je pense que c'est en étant passionné on va dire, dans une démarche honnête qu'on va qu'on va exploiter toutes ses capacités. Parce que après, et en plus, ce créateur, enfin, je veux dire, il est assez isolé. Je crois qu'il habite dans un pays d'Asie. Enfin, je veux dire, pour le coup, parce que voilà, il y a des pays qui sont plus exposés que d'autres. Mais lui, pour le coup, je veux dire, il était quasiment intouchable. Mais bon, il a même pas cherché à comprendre. Il a carrément tout enlevé. Donc voilà, donc c'est mieux, je pense, que d'être et c'est pour ça que c'est super important et le fait aussi que tu apprennes la sculpture, parce que ça permettra aux gens de faire leur propre création, leur propre univers, et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et après, ça n'empêche pas de s'inspirer, tant qu'on s'inspire, mais que c'est là peut-être, hein, c'est la solution, c'est l'inspiration, oui, mais voilà, c'est tu ça. sais pas, tu sais pas jusqu'où tu peux aller. Tu vois, je me souviens, il y a quelques années en musique, il y avait Joe Satriani qui attaquait Coldplay pour quelques notes qui ressemblaient, en te disant, mais c'est difficile de déposer une suite d'accords, un do, un fa et un la. Ah bah ça ressemble à mon truc, donc jusqu'à un moment donné, ça va être compliqué de se dire entre l'inspiration et la pompe entre guillemets. La contrefaçon, c'est pas simple. Et on a vu en fait effectivement que même les lois se modifient avec le temps. Il y a des jurisprudences en fonction de cas d'école. Il y a des juges qui vont dire là-dessus c'est de la contrefaçon, d'autres qui seront peut-être plus souples. Et c'est vrai qu'on a l'impression aussi que la loi va évoluer aussi par rapport à peut-être qu'un jour ça va tomber pour quelqu'un et que du coup ça va faire vraiment jurisprudence et on va dire vraiment stop, on arrête là. En tout cas, on n'a pas de garantie pour l'instant. On voit qu'il y a des juristes qui sont vraiment experts là-dedans, donc ça doit être très compliqué, j'imagine. Ah oui, mais... donc voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est dans le doute. Il y avait une dernière chose dont je voulais parler, c'était les poursuites, parce que du coup, on se dit souvent, il y a le créateur, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est que j'ai vu dans les articles que j'ai pu consulter que tu peux très bien inquiéter le créateur du fichier numérique 3D, mais tu peux très bien aussi attaquer l'utilisateur qui va mettre en ligne ce fichier, qui est peut-être pas le même. Tu peux attaquer l'hébergeur du site, qui met le fichier en ligne. Tu peux attaquer le concepteur de logiciel peer-to-peer si tu l'as téléchargé sur quelque chose. Tu peux attaquer le moteur de recherche qui a indexé, l'utilisateur qui télécharge ce fichier aussi. Donc en fait, on sait pas trop parce qu'on peut même attaquer celui qui imprime l'œuvre. Ou le fabricant et le vendeur dans l'imprimante 3D, j'ai même vu. Donc je me dis, Frozen, ils doivent se dire, oula. Donc là, je trouve ça limite. Enfin, je trouve ça limite là quand même de se dire d'attaquer. C'est comme si t'attaquais un fabricant de voitures pour avoir tué des gens sur la route chaque année. Oui, mais c'est ça. À un moment donné, ça devient chacun. Ça devient ridicule, mais on atterrit dans un monde qui est de plus en plus procédurier. Et je pense que si de base on peut faire les choses, et comme on dit, le diable est dans les détails. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. Et on le retrouve dans l'immobilier. Par le passé, j'avais travaillé dans l'immobilier, et aujourd'hui, je reste en contact avec des anciens collègues, mais c'est devenu affreux de vendre C'est-à-dire que juste faire ton boulot, mais tu t'exposes à des risques, mais même sur plusieurs années après, hein, ça peut être 5 ans. Là, il y a un ancien collègue qui est poursuivi parce que les propriétaires qui ont acheté, s'il a vendu une maison, et les acheteurs qui ont acheté la maison portent plainte parce que les toilettes sont bouchées. Ça reste une blague tant que la personne n'est pas condamnée vraiment et en plus doit payer parce que des fois c'est que tu vois vraiment qu'une demande complètement nawak, ça va vraiment arriver à quelque chose d'extrêmement et des champignons aussi, parce qu'il y avait des champignons sur les murs et que l'agent immobilier il a pas vu qu'il y avait des champignons à ce moment-là. Enfin ça devient très procédurier, donc je pense que il faut se protéger, plus on respecte les lois, et j'ai envie de dire même faut pas hésiter à en faire trop en fait. Et plus tu seras protégé, et plus tu auras la conscience tranquille. Parce que après, si on te poursuit et qu'on t'attaque, mais que tu as la conscience tranquille, c'est différent que si on t'attaque et qu'il y a un peu d'ambiguïté, tu sais pas trop, c'est plus difficile de se défendre. Donc Et après, je me mets à la place, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui a son business actuel, qui vend quelques figurines Naruto. Ouais. Ça va, et qui fait ça de bonne foi, qui adore l'univers, qui a envie de s'éclater avec ses personnages préférés. Ça doit être dur à entendre de se dire, non, arrête, parce qu'il y aura peut-être jamais de risque par rapport à son volume, et de se dire,
tu prends quand même un risque, quoi. Après, de toute C'est ça. façon, ce qu'on va faire, c'est, Dominique, de toute façon, je pense que on va continuer. On était en lien en fait avec, voilà, on vous a dit des personnes autour de l'impression 3D. On va continuer à creuser ce sujet-là, quand même, qui est assez dense. Mm. Puis de toute façon, on reviendra vers vous, je pense, pour une vidéo. Là, dans le premier temps, voilà, c'était un peu pour susciter le débat, voir un petit peu aussi vos retours, si vous avez des commentaires sur ce que vous en pensez, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça peut carrément nous intéresser. Et puis, on va peut-être conclure pour cette vidéo par rapport à ce qu'on s'était dit. Là, on a comme on disait aussi, si vous souhaitez vous améliorer sur tout ce qui est impression 3D, Dominique est en train de peaufiner une, un bel atelier gratuit sur voilà, les erreurs à ne pas commettre. Et voilà, de notre côté, on va enrichir petit à petit, aussi bien en vidéo qu'en formation, notre site. Et puis, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Est-ce que tu as un dernier petit mot à passer? Oui, et il y avait juste un petit point, justement dans la formation, on vous apprendra aussi à comment protéger vos œuvres, en fait. On va vous apprendre comment, Ouais. et ça c'est très important, c'est parce que effectivement, je vous le souhaite pas, mais si un jour vous êtes attaqué ou poursuivi, le juge, il va non seulement regarder les points de ressemblance, mais il va regarder la date d'antériorité, c'est-à-dire que qui a créé quoi, mais avant l'autre. C'est-à-dire que ils vont, comme tu as très bien dit tout à l'heure, est-ce que l'œuvre a été protégée, déposée. Donc ça, c'est super important, et ça, on va le voir dans la formation, comment déposer une œuvre, et c'est ça aussi qui va vous protéger dans vos futures créations. Parce que ça, c'est un dernier point, je vais finir là-dessus, c'est que de bonne foi, oui, on peut avoir la même idée à l'autre bout aux quatre coins du monde. Deux personnes en même temps peuvent avoir la même idée sans pour autant avoir copié l'un ou copié l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de savoir protéger son œuvre. C'est pour éviter ce genre de... Parce que si un jour il y a quelqu'un, il va découvrir que il a fait la même chose que moi, mais au final, c'était pas intentionnel. Ce qu'ils ont juste eu, et ça arrive, ils ont eu la même idée à ce moment-là. Et donc là, ils vont pas garder le critère comme quoi c'était intentionnel, mais ils vont regarder qui a déposé la création en premier. Donc dans cette formation, on va vous apprendre comment protéger vos œuvres et faire les choses dans les règles. Et à la prochaine. Voilà, Salut. salut.